Voilà. Je suis donc la vice-présidente de l'ASBL Les Mots de Tom et je suis également enseignante. Nous sommes une ASBL citoyenne un peu particulière car fondée par des parents endeuillés, Marc Van Arscott et son épouse, suite au suicide de leur fils Tom, ciblé par du harcèlement. L'ASBL a été créée en 2019. J'ai rejoint l'ASBL un an plus tard, en 2020, suite au suicide de ma fille Maëlle, ciblée par du cyberharcèlement. Elle avait 14 ans. Nous sommes aujourd'hui une équipe d'une quinzaine de bénévoles et nous militons activement pour sensibiliser aux conséquences et ravages du harcèlement scolaire, en espérant que des prises de conscience émergent et que cela amène à une recherche de solutions, surtout en matière d'intervention et de prise en charge. Vous le savez, le harcèlement blesse, il meurtrit, il laisse des séquelles irréversibles. Et comme dans le cas de Tom et Maëlle, il peut aussi conduire au suicide, ce qui est totalement insupportable. Et c'est ce qui explique aujourd'hui mon engagement pour la création de centres de prise en charge des victimes de harcèlement scolaire. Bonjour, donc moi je m'appelle David Cuisnier. J'entendais que vous aviez un point Evras cet après-midi. Ça m'a fait sourire parce que pendant près de 15 ans, j'ai été coordinateur d'un centre de planning familial, donc c'est un domaine que je connais assez bien. Pendant ces 15 années en planning familial, avec des collègues, nous avons fait énormément d'actions de prévention en matière de harcèlement et au bout de quelques années, nous avons fait le constat que la prévention, aussi motivée, aussi bienveillante soit-elle, ne suffit pas et qu'il fallait aller plus loin. Nous avons créé au sein du planning familial un service qui à l'époque était expérimental et s'appelait Sophia, pour essayer justement plutôt d'être dans l'intervention, dans la prise en charge, dans l'aide aux victimes, pour le dire comme ça. Ce service a été complètement débordé en un an et demi. Il n'avait qu'un mi-temps, c'était de la folie furieuse. Child Focus renvoyait chez nous des gens des quatre coins de la Wallonie. Puis on a voulu faire évoluer ce service face à ce constat des demandes et finalement du manque de capacité de prise en charge des enfants et des familles touchées par le harcèlement. Et donc, l'une de mes filles a 9 ans, et quand je lui ai expliqué que papa allait un peu changer de boulot, elle a tout compris. Elle m'a dit, mais en fait, c'est comme les Pokémon, ça évolue, ça change de nom, et ton service aura de nouveaux pouvoirs. Si vous avez des enfants qui aiment les Pokémon, vous verrez peut-être le lien. C'est exactement ça, elle avait tout compris. Sophia est devenue le centre de référence et d'intervention harcèlement. Nous étions très naïfs au début, on se disait, tiens, il n'y a pas ce genre de choses dans le Hainaut. Puis on a découvert qu'il n'y avait pas ce genre de choses en Belgique francophone, qu'il n'y avait pas de service équivalent en Belgique tout court. Et en l'état actuel de mes recherches, je n'ai pas trouvé non plus de service équivalent en Europe, si ce n'est la Maison Marion, la main tendue en France, qui s'en rapproche un petit peu, et qui a été fondée par Nora Fraise, la maman de Marion. Vous avez certainement peut-être lu le livre ou vu le film Marion 13 ans pour toujours. C'est un cas qui a été fort médiatisé aussi. Et donc actuellement, le CRIH est composé d'une petite équipe de psychologues, assistantes sociales, tous des gens qui viennent du secteur de la santé mentale. Et nous travaillons très régulièrement, évidemment, avec les mots de Tom. Alors, pour passer brièvement à quelques infos, je dirais scientifiques, pour ne pas juste vous donner un feeling de quelques personnes sur le terrain. Plusieurs études européennes convergent vers des chiffres minimums. J'ai vraiment pris les estimations les plus basses possibles pour que ça ne prête pas le flanc à la critique, que 6 à 10% des enfants et adolescents sont victimes chaque année de harcèlement scolaire. Si je rapporte ces 6 à 10% à la taille de la population wallonne d'enfants et d'adolescents, eh bien j'arrive à entre 40 000 et 70 000 enfants. Je le répète, c'est vraiment la fourchette la plus basse possible. Si je prends l'étude de Benoît Galland demandée par la Fédération Wallonie-Bruxelles il y a quelques années, je ne devrais pas prendre 6 à 10%, mais plutôt 20 à 25% d'enfants victimes. Donc là, j'ai vraiment pris les chiffres les plus bas possibles qu'on retrouve dans la recherche. Chiffre bas, mais 40 à 70 000 enfants. Je pense que si 40 à 70 000 enfants étaient soudainement victimes d'une maladie et que se présentaient aux urgences psychiatriques, notre système serait bien mis en difficulté. Autre chose, un enfant sur 3 dit avoir été victime cette fois-ci de cyberharcèlement, de harcèlement en ligne. Ça, c'est une étude UNICEF ONU YouReport sur une trentaine de pays, donc c'est vraiment très large, dont la Belgique fait partie. Si on reportait ça à la population wallonne d'enfants, encore une fois, on aurait 220 000 enfants approximativement.
Autre fait scientifique qui lui est tiré d'une étude anglaise unique en son genre dans le monde, ils ont suivi une cohorte de près de 8000 enfants en fait, pendant 50 ans. Et ils ont mesuré, entre autres choses, les dommages du harcèlement. Sur les 15% des enfants de cette cohorte qui étaient victimes de harcèlement durant leur enfance, eh bien 40 ans après, quand ces gens-là avaient 50 ans, on pouvait encore mesurer dans quasiment tous les indicateurs socio-économiques, sanitaires, taux de divorce, taux d'emploi, niveau de salarial, consommation de médicaments en santé mentale, troubles anxieux, dépressifs. Je ne vais pas faire toute la liste, hein, mais on peut encore mesurer scientifiquement les conséquences de ce harcèlement qui a eu lieu pendant leur enfance. Donc le harcèlement, ce n'est pas juste quelque chose dont on peut tourner la page comme ça et voilà, là, cette étude démontre vraiment les conséquences à très long terme. Et enfin, et là je cite Benoît Galland, qui est un chercheur bien connu sur le sujet en Belgique francophone et qui a déjà été mandaté, que ce soit par la Fédération Wallonie-Bruxelles ou d'autres, puisqu'il officie à l'UCL. Les programmes de prévention, il a vraiment amalgamé, je vais dire, différentes études européennes à ce niveau-là. Les programmes de prévention, même les plus efficaces, ne réduisent que de 20 à 30% la prévalence du phénomène. Donc même si un jour en Belgique, et c'est très souhaitable, en Belgique francophone, nous avons des programmes de prévention extrêmement pertinents, extrêmement efficaces, eh bien on va retirer 20 à 30% des 40 à 70 000 enfants que j'évoquais au premier point. La question reste, que fait-on pour les 70 à 80% qui resteront malgré une prévention de qualité? Voilà, pour ce qui était un peu de la recherche scientifique, j'ai évidemment sélectionné, pour ne pas faire trop long, j'ai pris 4 points qui me semblaient particulièrement importants et représentatifs de l'état actuel des recherches sur la question du harcèlement. Et je vais repasser la parole du coup à Zara pour les constats de terrain faits par nos deux équipes. Merci. Alors notre ASBL, donc... à chaque fois j'oublie. Notre ASBL, donc, au départ, qui était dans une démarche de sensibilisation aux conséquences du harcèlement scolaire, est devenue au fil du temps également une plateforme de demande d'aide. On ne compte plus les demandes qui affluent quotidiennement dans notre boîte mail, ni les nombreux appels téléphoniques que nous recevons quotidiennement ces 2 dernières années. Des appels qui émanent des 4 coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On fait au mieux, évidemment, pour conseiller ces familles qui nous appellent, on les écoute, on recherche des solutions avec elles. Et sur le terrain, hélas, en matière d'aide spécifique, mais il n'existe pas grand-chose. Ces familles attendent une aide concrète, ciblée et rapide. Et évidemment, elles ne veulent pas être balancées de bureau en bureau, d'interlocuteur en interlocuteur, de mesure en mesure. Elles souhaitent simplement, ou à juste titre évidemment, que leur enfant retrouve sereinement le chemin de l'école et surtout que leur enfant sorte de cette détresse psychologique. Les écoles aussi, soucieuses d'aider ces jeunes à sortir de ces situations compliquées, ne savent pas tout régler. Et en matière de prise en charge, elles sont aussi en recherche d'accompagnement. Nous sommes aussi contactés, avec notre petite ASBL, par de nombreuses directions d'école et par le personnel éducatif, des enseignants, des éducateurs, des assistants sociaux. Des responsables CPMS, des associations de parents nous contactent aussi en recherche de solutions. Je profite d'ailleurs de ce temps de parole pour adresser un message de soutien aux enseignants investis qui sont dans une démarche de vouloir aider ces jeunes dont ils ont la charge à sortir de l'enfer du harcèlement. Alors certaines écoles, heureusement, ont déjà mis en place des actions de prévention, des dispositifs de libération de la parole et des cellules écoute pour gérer ces situations que nous appelons dans notre jargon de faible intensité. Mais quid des situations qui sortent de leur champ de compétences? Quelles aides extérieures ces écoles ou ces enseignants peuvent-ils contacter? Comment gérer une situation de crise rapidement? Comment agir par exemple, face à la circulation d'un nude, d'une tentative de suicide? Comment peuvent-elles, ces écoles, protéger ces jeunes en souffrance? Comment aider aussi concrètement ces jeunes à revenir en classe après qu'ils aient décroché suite à ces violences à répétition qu'ils subissaient? Souvent, en première ligne, les enseignants font ce qu'ils peuvent dans des conditions difficiles, mais seuls, ils ne peuvent pas tout faire. Même en ayant suivi le plus grand des arsenals de formation sur la problématique. Il est illusoire, par ailleurs, sans dénigrer le travail des CPMS, entendons-nous bien, de croire que ceux-ci sont en capacité optimale de prendre en situation les situations de harcèlement. Malgré des équipes motivées et bienveillantes, il y a un manque de spécialisation et de temps des centres CPMS pour une prise en charge ciblée de ces jeunes en souffrance.
Les parents aussi, évidemment, se sentent seuls pour aider leur enfant. Que répondre à toutes ces questions que nous recevons, nous, parents endeuillés, de ces parents qui sont démunis et dans un sentiment d'impuissance? Je vais vous lire quelques questions que nous recevons quotidiennement. Mon enfant a des pensées suicidaires. Je n'en dors plus. Vers qui me tourner? J'ai découvert que ma fille se scarifiait. Je me sens tellement coupable de n'avoir rien vu. Comment l'aider? Vers qui me tourner pour l'aider qu'elle cesse de se faire du mal? Mon fils ne veut plus se rendre à l'école. Il est terrorisé et a sombré dans une dépression. Il voit un psychologue, mais en attendant, il est déscolarisé. Je ne sais plus à qui m'adresser. Pourriez-vous me conseiller un psychologue pour adolescents spécialisés dans les traumatismes liés au harcèlement pour mon fils de 12 ans qui a développé des troubles anxieux? Ma fille est suivie par une sophrologue, un psychologue, son médecin traitant pour gérer des crises d'angoisse et sa phobie scolaire. Elle a aussi des pensées suicidaires. Elle est déscolarisée depuis 4 semaines. Nous sommes tellement en colère. Derrière toutes ces demandes que nous recevons au sein de notre ASBL, toutes ces situations décrites, il y a des vécus et il y a des vies en jeu. Derrière toutes ces demandes, il faut entendre ces appels à l'aide. Derrière toutes ces demandes, il y a un constat d'un manque cruel de solutions en matière de prise en charge des situations de harcèlement entre jeunes. Il est inadmissible, à mon sens, que des familles soient laissées dans le flou, dans cette absence d'interlocuteurs directs ou de structures spécialisées à contacter. Ce n'est pas normal que ces demandes aboutissent dans notre petite ASBL. Ce n'est pas normal de laisser des citoyens face à une absence de réponse adéquate quand il s'agit d'aider leurs enfants. Ce n'est pas normal que 5 ans après le suicide de Tom et 3 ans après le suicide de ma fille Maëlle, nous devions, nous, parents endeuillés, nous mobiliser sans relâche pour que des centres de prise en charge, tels que le CRIH, puissent être créés, pérennisés et dupliqués à d'autres provinces. C'est ce qui avait motivé le lancement de notre pétition et ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui devant vous. La souffrance de nos enfants, de nos petits-enfants, qui découle du harcèlement dont ils sont la cible, n'a aucune frontière, ni épicentre. Une souffrance que l'on retrouve dans toutes les écoles, quelle que soit leur localisation ou leur réseau. Elle peut toucher n'importe quelle famille. J'en suis la triste preuve. Non, cela n'arrive pas qu'aux autres. Alors il faut des moyens, bien sûr. Il faut mettre de l'humain, il faut des structures. Et l'heure n'est plus au constat, mais bien à l'action. Le volet prise en charge ne doit plus être un sujet sur lequel on se penchera plus tard, quand on voudra s'en donner les moyens. En repoussant plus tard, on prend le risque de repousser à trop tard. Alors tout mon propos développé ici n'est certainement pas un cri de rage, mais vraiment un cri du cœur. Je suis guidée par mon âme de maman, évidemment. Maëlle a mis fin à ses jours car elle n'a pas vu d'autre solution à sa souffrance que celle d'ouvrir l'ultime porte. Avec notre ASBL, nous essayons évidemment de répondre comme nous le pouvons à tous ces appels de détresse que nous recevons, car nous savons combien le silence est terrible et combien protéger son enfant est la préoccupation majeure de tout parent. L'UNESCO, en 2019, pour rappel, a lancé une action sur la violence et le harcèlement à l'école. Et dans ce cadre, je cite, « La violence scolaire, sous toutes ses formes, y compris le harcèlement, est une violation des droits des enfants et des adolescents à l'éducation, à la santé et au bien-être. Aucun pays ne peut assurer à tous une éducation de qualité inclusive et équitable si les apprenants sont soumis à de la violence à l'école. » Alors je terminerai en vous disant que chaque enfant en souffrance est évidemment intolérable, chaque suicide est intolérable, tout silence face à ces appels à l'aide est intolérable. Alors aujourd'hui je pose la question, est-ce normal que des enfants et leur entourage ne sachent pas, dans notre société actuelle, où trouver de l'aide, un accompagnement ciblé et rapide face à leur souffrance? Je vous remercie pour votre attention. Voilà, pour compléter, ajouter en tout cas voilà, les réalités chez nous au niveau du CRIH et peut-être vous dire des réponses que j'ai un peu trop souvent entendues et voilà, que je ne souhaite plus entendre. Quand on nous dit « mais les parents n'ont qu'à s'adresser à la direction », tous les parents qui arrivent chez nous se sont déjà adressés à la direction. Qu'ils aillent voir le PMS. 90% des parents qui arrivent chez nous ont déjà soit vu le PMS, soit pris contact et attendent un rendez-vous qui aura lieu 1 mois ou 2 mois plus tard.
Si vous êtes vous-même parent, un délai de 1 mois ou 2 avant qu'on vous rencontre pour aider votre enfant quand vous le voyez en souffrance, c'est tout simplement inacceptable. C'est à peu près comme se pointer aux urgences et d'avoir un médecin qui vous dirait « Attendez 48 heures, hein, votre enfant a mal, mais ça va peut-être passer tout seul ». C'est pas possible. En tant que parent, vous allez démonter les urgences. Hein. On est tous d'accord, je pense, ici là-dessus. Or, c'est ce que vivent ces familles. Nous récupérons au sein du CRIH, finalement, des familles qui arrivent en général dans une colère terrible, dans un sentiment d'impuissance. Et c'est peut-être le pire sentiment quand on est parent, c'est de voir son enfant souffrir et de se sentir impuissant à l'aider, ou en tout cas de ne pas trouver de solution à l'aider. Ça demande réellement, c'est pas pour jeter des fleurs à mes collègues, hein, mais ça demande réellement une prise en charge très spécifique. Il faut pouvoir entendre cette colère, il faut pouvoir la gérer. Il faut pouvoir être dans une certaine forme de neutralité bienveillante, je vais l'appeler comme ça. Il faut pouvoir rencontrer rapidement les gens, proposer rapidement des solutions. Nous offrons aussi bien un soutien psychologique que des mises en place de méthodes d'intervention qui ont fait leurs preuves à l'étranger. La France est en train de déployer à grande échelle la méthode de la préoccupation partagée dans des milliers d'écoles. C'est une des méthodes que nous utilisons pour mettre fin aux dynamiques de harcèlement. Nous avons une juriste aussi dans l'équipe qui peut conseiller les familles parce que voilà, c'est pas toujours facile de s'y retrouver dans le système judiciaire belge quand on est parent. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir en un seul lieu, une seule équipe, une prise en charge en tout cas la plus globale possible. Vu la commission dans laquelle vous êtes, j'imagine que vous connaissez les centres de prise en charge des victimes d'agressions sexuelles. La création de notre service a certaines similarités. C'est vraiment l'idée de prendre en charge de manière la plus large possible en un seul endroit les personnes victimes et leur entourage. On a eu il y a quelque temps une jeune fille de 12 ans en 6e primaire qui a fait une tentative de suicide, retrouvée par sa grande sœur de 18 ans, inanimée. La grande sœur a dû gérer l'appel aux urgences, etc. Mais comme vous pouvez l'imaginer, la grande sœur avait aussi besoin d'un soutien et d'un accompagnement suite à des histoires comme celle-là. Voilà, je vais terminer là-dessus en revenant sur les demandes liées à notre pétition. Mais la première demande, elle est presque de l'urgence, puisque c'est d'éviter que notre service ne ferme ses portes en 2024, puisque faute de moyens, on en est là aujourd'hui. La deuxième demande qui est dans cette pétition, c'est de pouvoir dupliquer ce service. Nous avons toutes les semaines des appels d'Allieur en Wallonie, puisque nous ne couvrons qu'une toute petite partie du Hainaut, des appels de Liège, de Namur, d'Arlon, de Tournai, enfin peu importe. J'étais encore, pour citer un exemple, il y a quelques jours avec une inspectrice de police de Huy, qui me disait « mais moi j'ai plein de demandes de parents, j'ai plein de dossiers, je les envoie chez qui ?» Est-ce que je peux les envoyer chez vous? J'ai dû lui dire non, évidemment, puisqu'on ne couvre pas cette zone-là. Et elle me dit, il n'y a pas de service équivalent dans ma région. Non, je ne peux pas vous orienter vers un... Voilà. Je lui dis, il reste les PMS et ce genre de service-là. Elle me dit, oui, mais ça, en général, ça a déjà été fait. Donc on est vraiment là dans un vide à ce niveau-là. Et à long terme, évidemment... Enfin, si je devais résumer un rêve, ce serait d'avoir un service spécialisé qui n'a pas besoin d'être une équipe de 40 personnes, je parle d'équipes de taille raisonnable, relativement réduite, mais d'en avoir un par province, afin que tout citoyen, en l'occurrence ici wallon, on va plaider la même cause à Bruxelles évidemment, mais que tout citoyen wallon, tout parent, tout enfant, puisse trouver une aide qui soit raisonnablement proche de son lieu de vie, je vais dire ça comme ça. Et je vais terminer en citant, c'est une traduction par mes soins, donc voilà, avec les réserves d'usage, mais en citant la chercheuse qui mène l'étude que j'évoquais tout à l'heure sur 50 ans, avec un suivi de 7700 personnes, qui aujourd'hui en ont plus de 50 ans. Donc c'est Madame Arsenault. Nous devons sortir de cette perception que le harcèlement est juste une part inévitable de l'enfance. Enseignants, parents et autorités doivent être conscients que ce qui se passe dans les cours de récréation peut avoir des répercussions à long terme sur les enfants. Des programmes pour prévenir le harcèlement promettent de réduire les comportements harcelants. Cependant, les chances d'éradiquer le harcèlement sont presque nulles. Et nous devons accepter que malgré de tels programmes, une part considérable de nos jeunes n'échappera pas au harcèlement. Des efforts doivent donc aussi se concentrer sur des interventions rapides afin de réduire la détresse des victimes et ainsi prévenir des problèmes qui peuvent persister durant l'adolescence et l'âge adulte.
J'ai oublié de le préciser, Madame Arsenault est docteur en psychologie et professeure au King's College de Londres, qui est une université londonienne. Je trouve qu'elle résume assez bien les choses. 1000 fois oui, il faut faire de la prévention, mais on ne peut tout simplement pas se contenter de faire de la prévention. C'est valable en harcèlement comme dans 1000 autres domaines. Personne n'imagine faire la publicité du 112 sans avoir des ambulances, des pompiers et des camions de police à disposition pour intervenir. Or, malheureusement, aujourd'hui, on fait de la prévention et il y a un programme très orienté prévention qui vient de se lancer à la Fédération Wallonie-Bruxelles et c'est une très bonne chose. Mais malheureusement, lorsqu'il est question de prendre en charge les victimes, il n'y a plus grand monde et on se retrouve orienté exclusivement vers des services généralistes. Et je terminerai là-dessus en citant quelques mots, en paraphrasant plus exactement, quelques mots de Tom. Donc Tom, c'est le fils de Marc. Tom s'est suicidé et c'est ce qui a donné la création des mots de Tom. Tom a vu plusieurs psychologues. Tom a vu le PMS de son école encore 15 jours avant son décès. Il a eu des conseils, devenir ami avec ses harceleurs, ça n'a pas marché. On lui a dit que lui devait faire des efforts pour mieux s'intégrer, ça n'a pas marché. Et Tom, dans la lettre de 14 pages qu'il a laissée au moment de son décès, explique tout ça et explique la haine qu'il a développée à l'égard de tous ces intervenants qui l'ont mal conseillé, qui ne l'ont pas compris, qui ne l'ont pas écouté. Je suis convaincu que tous ces intervenants étaient de très bonne volonté et voulaient bien faire. Ce n'est pas une question de savoir si ces gens-là n'étaient pas compétents, simplement ils n'étaient pas assez spécialisés. Prendre en charge une famille et un enfant harcelé, pour le faire déjà depuis quelques temps maintenant, je peux vous assurer que ça implique de se remettre en question tous les jours. Et avec mes collègues, chaque mercredi à la réunion d'équipe, on a toujours au moins une situation où on se regarde tous en se disant « bon ». Qu'est-ce qu'on va faire là? On va réfléchir, on va essayer de trouver quelque chose malgré les 300 situations déjà traitées. On est régulièrement confronté à des situations qui nous obligent à nous remettre en question. Et sans cette spécialisation, je ne vois pas comment des généralistes, et je le dis sans aucun aspect péjoratif, il faut des généralistes bien sûr, mais je ne vois pas comment des généralistes pourraient y arriver. Et c'est le message qu'on a de ces services-là, des équipes PMS, des autres, des médecins traitants qui nous disent « je veux aider, mais honnêtement je ne sais pas quoi faire et j'ai même peur de mal faire ». Voilà, j'imagine qu'on passe aux questions après, je ne sais pas comment ça s'organise en pratique. Merci pour votre attention. De questions qui se regroupent, évidemment. Si j'oublie une de vos questions, je m'en excuse par avance, il y a peut-être quelque chose qui va m'échapper. Alors, sur le premier point où je vais regrouper plusieurs choses, la question du scolaire, non scolaire, sportif, parce que vous avez tout à fait raison de le souligner, le milieu sportif, je pense qu'on commence à peine à soulever la carpette pour voir ce qu'il y a en dessous dans le monde sportif en matière de harcèlement. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai eu une fois une discussion avec des gens de l'ADEPS, justement, par rapport à cette question-là. Vous dire simplement qu'aujourd'hui, dans les situations que nous prenons en charge, en fait, des situations que je vais appeler de harcèlement scolaire pur, nous n'en avons quasiment plus. Ça ne concerne plus que le début du primaire. Donc évidemment, quand on a des enfants de 6 ans, en général, on a du harcèlement scolaire que je vais appeler pur, dans le sens purement scolaire, bien entendu. Mais par contre, dès qu'on arrive en milieu, fin de primaire, toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés comportent à la fois évidemment des agressions, des intimidations qui ont lieu pendant le temps scolaire, mais aussi, et parfois même davantage, des agressions et des intimidations qui vont avoir lieu en dehors du temps scolaire. Le soir, le week-end, dans le quartier, via les réseaux sociaux, au club de sport, parce que parfois on joue au foot dans la même équipe que le gars qui nous ennuie, et ainsi de suite. Donc c'est évidemment impossible de dresser un tableau total de tout ce qui est tous les cas de figure possibles. Mais aujourd'hui, en fait, et c'est une caractéristique du harcèlement, c'est que le harceleur, dès qu'il a une opportunité d'agresser et d'intimider sa victime, il va sauter dessus. Et lui, que cette opportunité se présente dans la cour de récré, dans les toilettes de l'école, dans les douches du club de foot, sur Internet ou ailleurs, ça ne va rien changer à l'équation. Donc le harcèlement n'est pas une problématique strictement scolaire, loin de là, parce qu'elle déborde totalement de l'école. Et d'ailleurs, les écoles sont très divisées par rapport à ça. Il y a des directions d'école qui ont une position de dire si ça se passe en dehors de l'école, c'est pas notre problème. Et d'autres qui disent bon, ben, ça a des répercussions sur nos élèves, donc on se sent quand même concerné. Il y a une grande variation de réaction par rapport à ça. Donc voilà, sur toute cette question, en tout cas du côté scolaire, non scolaire, cyber, etc. Et nous avons évidemment aussi des demandes qui sont peu ou pas liées au monde scolaire. J'avais encore hier au téléphone une maman, son fils de 17 ans n'est plus scolarisé depuis plus d'1 an et demi, tout simplement parce qu'il a été victime d'une réputation. Il a eu, je veux dire, une drague lourde et qui n'est pas du tout acceptable. Il aurait mérité une baffe dans la figure, on est bien d'accord. Mais sauf qu'on lui a fait une réputation du coup de violeur,
pour une main aux fesses, pour dire les choses explicitement, et il méritait une baffe dans la figure à ce moment-là, c'est évident, mais on lui a fait une réalisation violeur, il s'est fait passer à tabac par des jeunes qui se sont organisés en réponse à ça, il n'est plus scolarisé, il est toujours harcelé de manière cyber dans son quartier, etc. Donc là, on est vraiment dans un exemple de situation, en tout cas, où les choses ont dérapé, suite à un geste posé à la base par ce jeune-là qui méritait un recadrage, je vous dis 15 ans de planning, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais là, ça a clairement dérapé derrière. Donc voilà, il y a vraiment une énorme variété de situations. On ne l'a pas cité non plus. On est aussi régulièrement sollicité dans les hautes écoles, voire dans les universités. Le harcèlement ne s'arrête pas parce qu'on a son CESS. Il faut être réaliste par rapport à ça. Alors, un autre point qui est revenu dans beaucoup de questions, la question de... Alors, vous avez parlé de complexité, de lasagne institutionnelle. Je vais mettre un peu tout ça dans le même point. Il est évident qu'aujourd'hui, pour nous, c'est extrêmement compliqué puisque le harcèlement, c'est du secteur enseignement, vous l'avez dit bien sûr. C'est aussi de la question de la santé mentale, parce que quand vous avez une jeune fille de 12 ans qui fait une tentative de suicide et qu'il faut faire un travail avec elle et sa famille pour qu'elle puisse retourner à l'école, on est en plein dans la santé mentale. C'est aussi une question d'égalité des chances, puisque de nombreuses situations de harcèlement sont liées à de la discrimination, de genre, d'origine, de religion, de couleur de peau, enfin toutes les discriminations que vous pouvez imaginer. On a une petite fille de 8 ans, scolarité sans problème. Et puis l'année dernière, catastrophe, elle a commencé à se faire insulter, traiter de monstre, etc. La seule chose qui a expliqué ça, c'est que cette petite fille qui habite en Belgique depuis sa naissance, sa maman et sa famille sont d'origine russe. Donc il a suffi de quelques parents qui ont dit à la maison que les Russes sont des monstres pour que la petite Elena, à l'école, elle se fasse traiter de monstre à 8 ans. Donc c'est aussi une forme de discrimination un peu particulière et contextuelle. Mais... Donc c'est aussi de l'égalité des chances. C'est aussi des matières qui touchent évidemment des enfants, des jeunes, de la santé à l'école. Donc vous connaissez tout ça mieux que moi, mais je pense que là, si je devais faire une liste de ministères, j'en ai cité 8 ou 9. Parce que l'égalité des chances, c'est chez vous et c'est aussi au fédéral. La santé, c'est chez vous, c'est aussi au fédéral. L'enseignement, c'est à la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'égalité des chances... Enfin voilà, je ne vais pas faire la liste, mais elle est longue, on est d'accord. Donc oui, effectivement, on a essayé de contacter un maximum de personnes, que ce soit via les cabinets ou autres, à ce niveau-là. Nous avons eu des retours à certains endroits et pas à d'autres. Et là, je vais rebondir du coup sur la question des psys de première ligne et du budget fédéral à ce niveau-là. Nous avons effectivement eu des rencontres avec le cabinet de M. Van den Broek et une convention est depuis quelques mois signée avec le réseau de santé mentale de notre région et les 2 psychologues à mi-temps qui travaillent chez nous sont désormais conventionnés dans les psys de première ligne et on travaille en partenariat avec le réseau de santé mentale. Ça bat encore un petit peu de l'aile en termes d'efficacité, je vais dire, sur le terrain et de facturation possible à Ninami, tout simplement parce que le réseau de santé mentale de notre région n'a pas encore mis en route une part spécifique de ces missions-là qui s'appellent les autres missions et qui permet de faire de l'outreaching, donc d'envoyer nos psychologues dans les écoles, que ce soit pour des rendez-vous avec des jeunes ou que ce soit par exemple pour rencontrer une équipe éducative qui est mise en difficulté par une situation et pouvoir faire un travail, je ne sais pas si consultant c'est le bon mot, mais en tout cas un travail de soutien des professionnels. Tout ça est prévu dans les autres missions, mais notre réseau de santé mentale n'a pas encore administrativement activé ces possibilités-là. Ça devrait se faire sous peu, mais je ne peux pas m'avancer pour eux. Évidemment, dès que ce sera actif, on va sauter dessus parce que nous, c'est ça le plus gros des missions qu'on pourra valoriser dans le système fédéral psy de première ligne, les 150 millions que vous évoquiez, quoi. Donc voilà, pour la réponse à cette question-là. Je vais un peu plus loin sur la question du réseau au sens large du mot. Nous travaillons alors avec les services d'assistance policière aux victimes. Toutes les semaines, on a des situations qui nous sont envoyées par des personnels policiers des services d'assistance policière aux victimes. Nous travaillons avec les services de santé mentale qui réorientent chez nous. Nous travaillons avec des services hospitaliers comme c'est pas Openado, c'est Passado du groupe Jolimont qui est donc c'est de l'hospitalisation pour des jeunes en pédopsychiatrie, un certain nombre pour des situations liées au harcèlement. Et ces services d'hospitalisation sont fort démunis quand ils sortent et donc cherchent des ressources plus en termes ambulatoires pour accompagner la sortie, de retour à l'école, etc. Nous travaillons aussi évidemment avec tout ce qui est le monde scolaire, les écoles, les PMS, les PSE, ça c'est évident. Qui est-ce que j'ai oublié? Les AMO, nous avons formé récemment et nous travaillons, puisque nous sommes sur la Louvière, avec des éducateurs de la ville de la Louvière, éducateurs de rue,
rue, Maison de Jeunes, la Mado de Charleroi. On a déjà travaillé avec la Maison Arc-en-Ciel aussi, puisqu'il y a des situations de harcèlement qui découlent de discrimination liées aux questions LGBTQIA+. Voilà, j'en oublie certainement dans nos partenaires, mais comme vous le voyez, ils sont très nombreux et nous travaillons déjà avec beaucoup de monde. Parfois, on a rencontré des médecins traitants aussi, parce qu'il y a des médecins traitants occasionnellement qui orientent chez nous également. Voilà, qu'est-ce que je n'ai pas encore du tout abordé? La question de l'intercabinet peut-être. Là, je vous avoue, je ne sais pas trop quoi vous dire, puisque ça fait un an qu'on m'en parle et que je n'ai aucun retour. Donc je ne sais pas, je ne saurais pas moi vous répondre sur est-ce qu'il y a des discussions intercabinets entre l'enseignement, la santé, l'égalité des chances à leurs différents niveaux de pouvoir qui ont pu se faire. Je n'en sais rien. Voilà, je suis incapable de répondre à cette question-là. Je sais simplement que ça a été évoqué il y a déjà plus d'un an, mais je ne sais pas où en est l'avancement de ces éventuelles discussions-là. Je peux simplement vous répondre qu'effectivement, et là, je le dis sans me vexer, hein, mais quand je vais à l'enseignement, on me dit que la prise en charge des victimes de harcèlement, c'est une question de santé mentale, et quand je viens vous voir ici, on me dit que c'est une question d'enseignement. Donc, voilà, j'ai envie de dire à un moment il faut peut-être se mettre d'accord par rapport aux réponses qu'on me donne, parce que si tout le monde me dit qu'il faut aller sonner chez le voisin, ben à un moment j'aurais fait le tour de la rue et je ne sais pas où je vais aller après. Donc voilà, ou alors je suis tout à fait d'accord que ce sont des responsabilités certainement partielles de chacun de ces niveaux de pouvoir, ça j'en discute pas un instant, et on en revient à la question de financement interministériel, bien sûr, hein. Ça je pense que c'est la solution la plus logique et la plus réaliste par rapport à la problématique. On me demandait des chiffres pratiques, alors nombre de situations prises en charge, etc. Sur une grosse année, nous avons eu approximativement 400 demandes, nous en avons pris la moitié en charge. Pourquoi n'avons pas nous pris l'autre moitié en charge? La raison principale pour la majorité de ces demandes-là, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas sur notre territoire. Nous avons un territoire actuellement qui couvre grossièrement 300 000 habitants. À l'ouverture de service, c'était le double, mais on a très vite dû le réduire vu le volume des demandes et notre capacité à répondre aux demandes. L'autre motif pour lequel on n'a pas pu répondre à certaines demandes, c'est qu'il y a des demandes qui viennent exclusivement d'adultes. Donc ce sont des situations dans lesquelles aucun étudiant mineur ou mineur n'est impliqué. Ça, on a fait le choix de ne pas les prendre, parce qu'encore une fois, si on n'arrive déjà pas à répondre aux demandes des enfants et des ados, on ne va pas prendre celles des adultes, mais on a des demandes d'adultes très, très régulièrement. Et alors ils nous demandent « Ah, et c'est quoi le service équivalent pour les adultes ?» Ben, il n'y en a pas. Donc voilà, on les réoriente vers la police ou des services comme ça. En général, il n'y a pas 50 000 options. On me demandait aussi, et là je vais peut-être me permettre, ce sera très court, mais un retour. Je vais peut-être vous lire c'est pas très long, hein, c'est un petit mot qu'on a trouvé sous la porte un jour, d'une jeune fille qu'on a suivie à l'époque Sophia, donc il y a déjà 2-3 ans. Donc maintenant elle a 19-20 ans je crois, elle doit bien avoir 20-21 même aujourd'hui. Voilà, c'est un retour parmi d'autres, hein, mais merci. Vous avez été là pour moi dans le pire moment de ma vie. Toute votre équipe est géniale. Vous avez su me rassurer, me guider, et grâce à vous, je me sens bien dans ma vie. Si un tel service n'existait pas aujourd'hui, ma vie serait totalement différente. Vous avez été à mon écoute et de bons conseils. Maintenant, je travaille et donc je laisse ma place à d'autres jeunes qui en ont besoin. Vous avez été indispensable pour moi. Votre travail est formidable. Je voulais juste, vous dire un grand merci. Voilà, vous en penserez ce que vous voulez, mais c'est un petit mot qui m'avait beaucoup touché le jour où on l'a retrouvé en dessous de la porte. Voilà pour ce qui est des retours. Maintenant, pour être un peu plus chiffré dans nos retours, comme tous les services de soins de santé, nous n'avons pas 100% de taux de succès, ce serait mentir de le dire. Des derniers chiffres qu'on a pu faire, on a un taux de résolution satisfaisant des situations de l'ordre de 80%. Donc un taux de résolution satisfaisant, c'est quand la famille, l'enfant, selon l'âge, nous dit « Ok, ça va mieux, j'ai l'impression d'avoir pu reprendre une vie raisonnablement normale ». Quand je dis raisonnablement normal, ça veut dire que des disputes, des petites agressions, une petite insulte sur Internet, il peut toujours y en avoir. Mais en tout cas, on a pu sortir la situation d'une phase, je dirais, de crise aiguë et de danger pour l'enfant concerné au premier lieu, mais aussi pour son entourage. Donc, j'ignore totalement en termes de soins de santé quels sont les taux de réussite, mais j'estime que 80%, c'est quand même déjà, c'est pas si mal, quoi. Donc voilà.
Tout ce qui est formation des professionnels, oui, nous donnons énormément de formations aux quatre coins de la Belgique. Je vais à Verviers dans pas longtemps, on va à Lessines, à Tournai, enfin bref, on est très très sollicité à ce niveau-là, alors que c'est payant puisque c'est une de nos sources de financement propres. Nous sommes très très sollicités par des enseignants, des équipes PSE, des éducateurs, enfin plein de gens en fait, bien plus large que le monde strictement enseignant, qui est en recherche de formation et de formation concrètes. Parce qu'en général, les formations théoriques, ils en ont déjà eu 50 et ils n'en veulent plus. Par contre, quand on leur fait faire des mises en situation sur base de situations concrètes avec des méthodes d'intervention qui ont fait leurs preuves, ça donne de meilleurs résultats. Ce qui me permet d'enchaîner sur les méthodes d'intervention, puisqu'il y avait une question là-dessus. Alors, on en utilise plusieurs, parce qu'il n'y a pas de méthode miracle. L'idée, c'est d'avoir une trousse à outils et tel un plombier, d'avoir le bon outil au bon moment à sortir. Mais une de celles qu'on utilise le plus, c'est la méthode dite de la préoccupation partagée. Elle a été validée scientifiquement par des études sur plus de 1000 interventions par l'Université de Versailles en France. Et Jean-Pierre Bellon, qui est son créateur, est un des 3 experts nommés par le gouvernement Macron dans le cadre du plan phare, qui est un grand plan de lutte contre le harcèlement en France, qui s'est déployé maintenant depuis environ 2 ans. Et je ne saurais pas vous dire où ils en sont exactement, mais ils sont en train, en tout cas depuis 1 an maintenant, de former massivement des professionnels à cette méthode-là d'intervention, parce que son taux de réussite est vraiment très bon aussi. On est aussi, selon les études, entre 75 et 85%. Donc c'est une méthode qui marche très bien en termes de harcèlement. Donc voilà, et en Belgique on commence à avoir un petit peu des formations qui se déploient là-dessus, mais c'est assez récent. Il y a, à ma connaissance, il y a 2 personnes sur toute la Belgique, en tout cas francophone, qui donnent des formations certifiantes à cette méthode-là actuellement. Quoi d'autre encore? Oui, la question des services spécialisés versus, je vais le dire comme ça, la question de renforcement des services généralistes. Alors c'est une vraie question qu'on s'est posée aussi nous-mêmes. L'approche que nous défendons, c'est un peu la même que pour les incendies. C'est-à-dire qu'en première ligne, il faut former des gens à pouvoir avoir les bons réflexes. En incendie, on appelle ça des EPI. Ce sont des gens qui savent se servir d'un extincteur. Je suis pour mon ASBL, donc je connais un peu le truc. On va passer une journée avec les pompiers, on se met dans la fumée, enfin vous voyez peut-être de quoi je parle. Et la première chose que les pompiers m'ont dit quand j'ai été me former là-bas, c'est on va vous former à gérer les petites choses, les débuts. Mais si votre bureau entier est en feu, vous n'essayez même pas d'attraper l'extincteur, vous sortez, vous faites sortir les autres, vous mettez un minimum de sécurité et vous appelez les experts, c'est-à-dire nous les pompiers. C'est vraiment le modèle qu'on défend. En première ligne, dans les PMS, dans les écoles, dans les maisons de jeunes, dans les clubs de sport, partout, on milite, j'ai envie de dire, pour qu'il y ait des gens qui aient une formation minimale et qui soient vraiment des référents de première ligne, qui aient les bons réflexes et qui évitent les mauvais réflexes. On ne met pas de l'huile, on ne met pas de l'eau sur la friteuse qui est en train de flamber, c'est un peu la même logique. Bien formés, ces gens-là pourront, je pense, gérer 70-75% des situations qui se présenteront à eux, peut-être même davantage. Et puis, il restera toujours les situations de haute intensité, et pour lesquelles nous estimons qu'il faut des casernes de pompiers, qu'il faut des services spécialisés. Ils seront peu sollicités par rapport aux 100% des situations, ils interviendront peut-être que dans 10 ou 15% des situations. Mais ces situations-là, c'est des situations où ça peut déraper, où vous pouvez avoir une tentative de suicide en 48 heures. Il y a une situation où on a eu ça, où vous pouvez avoir vraiment des drames qui vont extrêmement vite. Et là, en général, la première ligne, même formée, est dépassée, n'est pas en capacité de répondre. La pièce est entièrement en feu et là il vous faut quelques casernes de pompiers. Mais il est évident qu'on ne peut pas mettre un pompier dans toutes les écoles, dans tous les clubs de sport. Ça on est bien d'accord là-dessus. Donc pour moi il faut faire les deux, j'ai envie de vous répondre. C'est-à-dire qu'il faut renforcer le généraliste et, ce qui est très rassurant d'ailleurs pour la première ligne, lui faire savoir qu'il existe en deuxième ligne, en renfort face aux situations les plus lourdes, une caserne de pompiers. C'est beaucoup plus rassurant pour moi personnellement de savoir que si j'ai un incendie, si je ne sais pas le gérer, il y a des professionnels qui vont venir. Par contre, si vous me dites « Ah non, tu dois gérer tous les incendies tout seul », j'ai beau savoir la différence entre un extincteur AB, je ne me lance pas là-dedans, quoi. C'est juste pas mon job. Donc voilà, pour ce qui sera de ma réponse par rapport à ça.
On me demandait des études sur l'évolution du phénomène. Le harcèlement en soi n'augmente pas. En tout cas, il n'y a pas plus de harcèlement aujourd'hui qu'hier. Simplement, notre société ne le tolère beaucoup moins. On pourrait faire un parallèle avec le racisme, on pourrait faire un parallèle avec le sexisme. Il y a plein de choses qui, il y a 30 ans, étaient banales et tout à fait normales et qui aujourd'hui sont devenues intolérables dans ces matières-là. Et c'est pareil pour le harcèlement. Avant, un gamin qui rentrait avec des bleus partout de l'école, oh, t'es tombé, bon, ben voilà. Aujourd'hui, on s'en inquiète et on creuse. Donc, je ne pense pas qu'il y a plus de harcèlement, mais on le tolère beaucoup moins qu'avant. Et alors, clairement, l'explosion du domaine cyber crée de nouvelles formes de harcèlement et surtout c'est un accélérateur. Je vais rester dans ma métaphore de l'incendie. Le cyber, ça ne crée pas plus d'incendies, mais c'est un accélérateur de feu. C'est-à-dire que là où avant, un enfant pouvait résister des mois à du harcèlement scolaire parce qu'il se rechargeait les batteries quand il était à la maison, aujourd'hui, comme il est harcelé H24, en permanence, il n'y a plus aucun moment pour recharger ses batteries. Et aujourd'hui, on a des passages à l'acte après 2, 3, 4 semaines de harcèlement. Là où on sait que par le passé, un passage à l'acte, il venait en général après des mois de harcèlement, voire des années. Tom, il a tenu quasiment toute sa scolarité secondaire. Voilà. Aujourd'hui, avec l'émergence des réseaux sociaux, il n'y a plus aucun gamin qui peut tenir comme ça et encaisser pendant aussi longtemps. Et ça renforce la nécessité d'une intervention rapide. Un rendez-vous dans 2 mois, il y a des situations, c'est juste trop tard, c'est pas possible. Donc voilà, il n'y a pas fondamentalement plus de harcèlement aujourd'hui qu'hier, mais on le tolère moins, il est plus rapide. Et alors, dernier point peut-être, une étude récente européenne là-dessus, la situation de polycrise que nous avons connue, notamment la crise sanitaire, a créé en fait plus de victimes potentielles et plus d'auteurs potentiels. Plus de victimes parce qu'on a, vous le savez, la santé mentale n'est pas très bonne, surtout chez les jeunes. Donc ça fait plus de jeunes fragilisés et donc plus de victimes potentielles. Mais alors il y a un double effet. C'est que des jeunes qui ne vont pas bien, certains vont faire le choix d'extérioriser ce mal-être par une agressivité à l'égard des autres. Et donc ça va renforcer aussi le risque d'avoir plus d'auteurs potentiels. Donc clairement, la situation de polycrise sanitaire et autres que nous vivons ces dernières années participe certainement aussi à une augmentation du phénomène, mais il est encore un peu tôt pour avoir des études larges là-dessus, quoi. Je n'ai pas répondu. Oui, la question du numéro 800. C'est une très bonne idée, mais alors donnez-moi 10 personnes pour répondre au téléphone, parce que si on le fait à l'échelle de la Belgique francophone, je pense que c'est ce qui va se produire. Donc il faudra des gens pour décrocher le téléphone, et surtout, c'est bien de décrocher le téléphone, c'est bien d'écouter, mais si derrière il n'y a pas de capacité de prise en charge, malheureusement, le numéro écoute enfant, je trouve ça génial. Le souci, c'est que derrière, de nouveau, on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas s'arrêter à dire, à écouter, à soutenir moralement. Il faut le faire, c'est très bien, c'est comme la prévention. Mais si on s'arrête là, on manque le coche. Nous, on défend un plan qui est prévention, détection, prise en charge, qui implique le soutien, l'intervention, etc. Et ce que je vais appeler le soutien post-intervention. Parce que dans certaines situations, il faut un suivi pendant des mois pour retravailler les éventuelles séquelles qui pourraient être là, en particulier dans les situations lourdes. Si on manque si on ne coche pas une de ces cases-là, on ne pourra pas répondre de manière complète, quoi. Voilà, je pense que j'ai répondu à peu près. Je réfléchis. Et alors, il reste évidemment la question des budgets. Alors, le budget actuel de 2023, il est déjà très bancal, hein, donc je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas très bien comment on va finir l'année. On a la chance d'avoir le soutien un peu de Solidaris qui va peut-être éponger notre déficit cette année-ci, mais clairement, pour l'instant, on n'est pas à l'équilibre. Il y a une demande faite déjà il y a un certain temps au niveau de Madame la Ministre. J'attends la notification officielle, en tout cas de la réponse par rapport à, même si j'ai eu des échos, mais j'attends la notification officielle que je n'ai pas eu à ce jour, donc je ne peux pas m'avancer. On a eu cette année-ci effectivement un subside de 50 000 € au niveau de Madame la Ministre Désir. Au niveau des subsides récurrents, le seul autre récurrent qu'on a depuis longtemps, c'est un subside plan de cohésion sociale via la ville de Soigny de 12 500 € et quelques, voilà à peu près, pour des actions de prévention, etc., dans le cadre des PCS. Le reste, en termes de subsides, non. Le reste, je ne sais pas si je dois être aussi franc que ça, mais si je ne le fais pas aujourd'hui, je ne le ferai sans doute jamais. Aujourd'hui, mes collègues et moi, on en est au stade où on donne des journées de formation payantes sur lesquelles on fait du bénéfice pour pouvoir financer le fait d'aider gratuitement
la petite Elena, le petit Louis, dont la maman est au CPS et touche un RIS, et de pouvoir l'aider gratuitement. Mais donc on en est au stade où nous on fait des actions payantes que des indépendants font pour se dégager un bénéfice et vivre, avoir une rentrée, c'est normal, que tout le monde doit vivre. Mais nous on est au stade où on fait ça pour dégager des bénéfices qui nous permet d'offrir la gratuité à des choses qui, me semble-t-il, devraient quand même être financées par de l'argent public et pas par notre équipe qui court après qui répond à toutes les demandes. On se surcharge en termes de formation payante parce que c'est un des seuls moyens de trouver de l'argent pour financer la gratuité. Et on y tient, et moi j'y tiens personnellement, parce qu'il est hors de question qu'un jour on refuse notre aide à un enfant parce que, pas de chance, il est né du mauvais côté de la barrière socio-économique et que ses parents n'ont pas les moyens de se payer une psychologue ou de payer les heures d'intervention que nous on va passer dans l'école pour l'aider. Ça, je refuse de rentrer là-dedans. Mais donc voilà, donc cette année-ci le financement il est très bancal, et pour l'année prochaine il est plus que bancal, puisque pour l'instant, en tout cas comme subside acquis, on a les 12 500 € du plan de cohésion sociale. Donc j'imagine que vous savez ce que peut coûter un service, même un petit service. Avec 12 500 €, on ne finance rien, faut être clair là-dessus. Pour financer 2024, il nous faut, même avec les apports qu'on peut avoir à côté, on a certainement un trou de 150 000 € minimum. Et ça, c'est juste pour survivre. J'ai dû licencier une de mes collègues il y a quelques mois, puisque tout simplement, on n'avait plus les moyens de la payer. Et donc on a réduit aussi notre capacité de prise en charge à ce niveau-là. Actuellement, on est 2,5 équivalents temps plein dans l'équipe. Donc 2,5 équivalents temps plein, c'est vraiment pas grand-chose. Et voilà, alors je ne réduirai plus mon équipe, Je veux dire, si on doit fermer, on fermera tous ensemble, proprement et solidairement, mais moi je ne vais pas renvoyer mes collègues une à une jusqu'au jour où je me retrouverai tout seul à décrocher le téléphone. Ça, je me refuse à faire ça. Voilà, pour ce qui est des questions financières. Ça ne nous grandira pas. Monsieur Plisnier voulait intervenir pour donner un élément de réponse, Monsieur Descanes. Est-ce qu'on peut lui permettre, avec votre accord? Je vous en prie. Monsieur Plisnier. Oui, c'était juste parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas répondu à une question de Monsieur Evrard, pardon, excusez-moi. Oui, je n'ai pas retenu les noms de tout le monde. Voilà, effectivement, la question de la Flandre. Je ne saurais pas donner beaucoup d'éléments là-dessus parce que je n'ai pas de grande connaissance de ce qui se passe du côté de la frontière flamande. Je regrette qu'une de mes amies qui est présidente du réseau prévention harcèlement en Belgique francophone ne soit pas présente parce qu'elle est néerlandophone, elle vit en Flandre et elle travaille aussi avec le réseau néerlandophone. J'ai eu l'occasion de croiser quelques acteurs du réseau néerlandophone, donc ma réponse sera limitée, je vais dire, par rapport à ça. La Flandre utilise, eux de leur côté, ils utilisent une autre méthode, mais que nous utilisons aussi, qui s'appelle du no blame. Ce sont deux méthodes qui sont, pour expliquer ça brièvement, des fourches d'une même méthode d'origine. On appelle ça les méthodes Picasse du nom du créateur, monsieur Anatole Picasse. La Short Consent Method a donné, dans le monde anglo-saxon, une sorte de fourche qui est le no blame, et dans le monde plutôt francophone latin, je vais l'appeler comme ça, une fourche qui est la préoccupation partagée. Les deux méthodes sont très similaires, il y a quelques nuances. Nous, on utilise aussi bien l'une que l'autre. Donc il y a certainement, en tout cas, je pense, rien que sur ce point-là, des passerelles à construire, peut-être même une expérience plus large de la pratique de la méthode no blame en Flandre, qui est beaucoup plus présente, alors qu'en Wallonie, sans doute du fait de notre proximité avec la France, on est plus orienté vers la préoccupation partagée, mais honnêtement, pour utiliser les deux dans mon métier, les deux sont très pertinentes, donc ce serait même, je pense, très utile de pouvoir faire quelque chose à ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'il y a une demande en Flandre? Je ne saurais pas vous répondre sur ce point-là, et juste pour terminer, parce qu'effectivement, je les ai oubliés, je ne voudrais pas que M. Gobert m'en veuille pour ça, j'ai tout à fait oublié que la ville de La Louvière nous fournit gratuitement, enfin on ne paye pas de loyer, des locaux, ce qui est très compliqué, enfin ce qui est une belle économie quand on est une ASBL. Et donc voilà, effectivement, je les avais oubliés au milieu de tout le reste, je m'en excuse auprès de la ville de La Louvière. Merci.